Donc merci beaucoup, merci pour tous ceux qui sont restés. Merci d'avoir suivi, d'avoir posé vos questions. On a eu vraiment des échanges, je crois, très riches avec des interventions ciselées par nos experts. Jacques et Christophe ont suivi attentivement et ont essayé d'aller visiter aussi les ateliers, ont écouté les REX qui ont eu lieu cet après-midi, qui ont laissé aussi une bonne place, je crois, à ce partage d'expérience qui est important, ce côté assez pragmatique. Et donc, ils vont nous partager, sous forme de discussion, vous allez nous partager ce que vous retenez sur cette grande question qui nous mobilise sur IA et évaluation. On vous laisse, vous savez que je suis intraitable sur le temps en fait, donc on va vous laisser une petite demi-heure et puis ensuite on vous propose d'échanger de manière plus informelle pour un dernier temps convivial dans la coursive à l'abri du soleil ardent. Je vais en prendre un qui marche. Merci Isabelle. Faut pas qu'il en prenne deux. Hein. Ouais. Moi j'ai appris plein de choses aujourd'hui, c'était génial d'être ici, de voir des choses, ça m'a rappelé des journées qu'on avait montées au siècle dernier sur quand les enseignants commençaient à faire des cours sur le web, il y a la même effervescence, la même envie, la même passion, donc on ne lâche pas l'affaire du côté des enseignants, c'est génial, c'est sympa. Mais ça me fait penser aussi à l'étape d'après. Là on a vu des expérimentations, on a vu des petits RAG, on a vu des petits GPT. On a vu que ça commence à coûter cher, il faut acheter des abonnements. Les gars qui payent à l'université, à un moment, ils vont dire, les gars, il va falloir rationaliser tout ça parce que ça me coûte trop cher d'acheter plein d'abonnements, il faut trouver d'autres solutions, etc., etc. Et l'étape d'après, je ne sais plus qui c'est qui a comparé, il a parlé de millisecondes et puis par rapport à un GPT. Quand on regarde la littérature, l'étape d'après dans nos institutions, c'est ce qu'on appelle la prochaine vague après les IA génératives, ça va être les ITS. Ils appellent ça les Intelligent Tutoring Systems. C'est des dispositifs qui vont être capables de phagocyter, de se nourrir de contenu académique, de se nourrir des compétences vers lesquelles on veut envoyer nos étudiants, faire progresser nos apprenants, et faire un mix de tout ça et proposer des matrices d'activités pour faire progresser, avec des tutorats intelligents, faire progresser ces élèves là-dedans. Donc la personne qui travaille autour de ça, c'est à l'INRIA, Bordeaux, c'est Pierre-Yves Oudéhière. Il travaille sur ces algos qui sont capables de faire ces progressions. Et ce qui est assez amusant, son algorithme, il appelle la ZDPE, un truc comme ça, ZDPES, en référence aux travaux sur le socio-constructivisme de Vygotsky sur la zone proximale de développement, ZDP, voilà, c'est ça. Et donc, son algorithme fait un peu la même chose. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus et ça va pas tarder à arriver dans 3, 4, 5 ans chez nous, dans les universités. Ça sera aussi un peu l'étape d'après sur le savoir et sur les compétences, mixer tout ça pour proposer des grandes matrices d'activités. Alors, c'est pas à 100, c'est des dizaines de milliers d'activités et être capable de faire progresser vos apprenants là-dedans avec des parcours individualisés. Donc, ça, voilà, le coup d'après, ça risque d'être ça. Donc toi, toujours sur la connaissance et la compétence, toujours au cœur de ces choses-là. On revient à des choses très pédagogiques, même si derrière, il y a beaucoup de technologie. Voilà, oui. Mais avant. Mais je le connais depuis longtemps. Mais avant, je dirais que, par exemple, si on pense à Knowledge, mais on peut penser à autre chose, on peut réaliser, on a vu aujourd'hui, on aurait pu explorer autre chose également, que vous, comme prof, vous pouvez vraiment utiliser l'intelligence artificielle et elle pourrait vous rendre de très, très, très grands services. Et toi, tu as fait référence à Magic School, qu'on utilise en Amérique, mais qui est plus pour primaire, secondaire. Moi, j'ai demandé déjà à Magic School de me planifier une année en mathématiques pour des enfants qui ont 10 ans. Voilà, ma planification était faite là-bas. J'aurais dû vérifier un certain nombre de choses. Alors,
c'est intéressant pour vous dans la posture professionnelle que vous avez comme prof. Et puis, on pourrait dire, enfin, moi, je suis pas allé dans des ateliers où on a beaucoup exploré ça. Comment on peut utiliser comme prof l'IA pour donner de la rétroaction aux étudiants, aux étudiantes, même corriger des travaux qui sont assez complexes, mais là, il y a des problèmes de confidentialité et de données personnelles aussi, là. Bon, moi, je trouve ça exceptionnel pour des gens comme vous. En même temps, je me dis ce que ça vous permet de faire, ça permet à des étudiantes et des étudiants de faire exactement la même chose dans leur posture d'étudiant ou d'apprenante ou d'apprenant. Alors, la question entière, je pense, c'est comment fait-on par quelle stratégie ou par quel moyen intégrons-nous ces éléments dans le parcours de formation des étudiantes et des étudiants de manière significative, et c'est là qu'on pourrait parler de connaissances ou de compétences. Il y a un autre point aussi que j'ai noté qui est revenu 2-3 fois dans les présentations de cet après-midi, c'est sur le dataset d'un point de vue informatique, c'est-à-dire que c'est les données que je vais donner les données que je vais préparer pour alimenter mon RAG, pour alimenter mon GPT, pour alimenter mon étude de cas. Donc, d'un point de vue informaticien, nous, on appelle ça un dataset. Et il y a un gros travail de préparation aussi à faire sur la qualité des données qu'on va injecter dans ces bazars-là. Plus la donnée sera meilleure, plus la réponse sera pertinente et personnalisée. Et donc, sur les études de cas, il y a Céline qui fait des choses. Il me semble que dans les UNT, il y avait des bases de données d'études de cas. Alors, est-ce que ça ne serait pas une prolongation de ça, ou on ne pourrait pas se réorganiser pour avoir des jeux de datasets de données, d'études de cas qu'on pourrait mutualiser et échanger pour les GPT, s'échanger les GPT, je ne sais pas, il y a une piste de mutualisation à chercher, d'analyse de pertinence aussi parce que tu as besoin de beaucoup de cas. Le monsieur qui travaillait sur les données, ses étudiants lui reprochaient que ce n'était pas vrai. C'était toi, ouais. Donc il y a peut-être un truc à faire. Il y a aussi à gratter du côté des open data. Tu as plein de données qui sont ouvertes dans les villes, des choses comme ça, donc à récupérer. Donc il y a des choses intéressantes. Je pense qu'il y a auprès des UNT, tu vois ce que c'est ou pas du tout? Si. Il y a peut-être des choses aussi à partager, à proposer, des projets à faire, à partager. J'ai super adoré ta démarche, je ne sais pas, mais j'y vais. Donc il y a aussi cette... on a envie de tester, on a envie de changer, on a envie de voir. Donc c'est à l'université, on a encore ce luxe-là ou cette possibilité-là, donc il faut en profiter, il ne faut pas lâcher l'affaire. Même si ça se plante, avec les étudiants, tu co-construis. Et je trouve que c'est super intéressant comme démarche, qui est toujours cette énergie-là au sein de nos établissements. Moi, ça me fait plaisir de voir que la surcouche administrative qu'on nous colle à chaque fois n'a pas encore tué cette vivacité. Donc ça, c'est bien, ça me fait plaisir. J'ai aussi assisté à quelques présentations, mais Céline qui est là et ce monsieur dont j'ai oublié le prénom. Mais Kevin, là, avec son Doc Simulator, ou je ne sais pas comment, son simulator. Et moi, je trouve que vous devriez, je n'ai pas assisté à chacune des présentations, mais utiliser ça comme une communauté de pratique. Moi, dans ma vie, j'aime me définir comme un enseignant-chercheur. Qui se préoccupait des étudiants. Alors, je trouve que dans les présentations auxquelles j'ai assisté, il y a une préoccupation de quelle est la perception des étudiants ou des étudiantes, en quoi c'est significatif pour eux, quelles sont les retombées, et voilà. Et donc, il y a là, je trouve, non pas la bonne idée qu'on essaie, puis bon... comment on dit en France? Oh, au doigt mouillé. On ne dit jamais ça, nous. Alors, moi, je vous suggérerais d'écouter ça, de voir ces vidéos et surtout comment ces personnes se sont prises pour déterminer les retombées, évaluer les impacts ou les influences de ce qu'ils ont mis en place comme communauté de pratique. C'est vraiment intéressant. En même temps, ça parle d'évaluation, mais ça, on dirait ça au Québec, par la borne. Hein? C'est comme la chute de hockey. C'est pas quelque chose qu'on prend de front, et là, il y a beaucoup de travail à faire.
Il y avait une autre chose que je me rappelle plus. Si je l'avais en tête, tu m'as coupé dans mon élan. Oh, il m'accuse. Voilà, tu m'as coupé dans mon élan. C'était quoi? L'aspect multilingue. Ouais. Aujourd'hui, on a vu les IA en général, on est aux prémices de quelque chose, ça fait déjà pas mal de choses, mais on perçoit que derrière, sur la reproductibilité, hein, tu disais, je mets une évaluation à midi, j'ai la copie de mon étudiant à la 7, je remets l'évaluation à 14h, il a 10, et puis bon bref. Donc c'est pas reproductible, c'est pas fiable, il y a encore des choses, c'est un peu fluctuant et on ne sait pas pourquoi. Mais ça va peut-être aller en s'en améliorant, avec d'autres modèles d'IA, enfin des choses comme ça. Mais sur la partie linguistique, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a Google qui a fait tout un tas d'annonces sur la traduction intégrée dans Meet. Dans ce que vous avez présenté, ça sera intégré dans Google Pro, ça l'est déjà aux US. Je n'ai pas pu tester, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça commence à arriver. Dans Teams aussi, ça commence à être inclus dans les Teams Premium, des choses comme ça. Dans les lunettes Meta, le Meta vend des lunettes où on a la traduction quasiment en temps réel dans des conversations comme ça. Donc ça va ouvrir des possibilités pour nos enseignants et pour les étudiants d'accéder à d'autres contenus, à des publics à vous écouter. Donc il y a aussi des champs des possibles qui sont en train de s'élargir. Aujourd'hui, souvent on me dit c'est quel outil il faut prendre. Je dis en ce moment c'est celui-là, mais peut-être dans 6 mois. C'est un peu perturbant, mais ça n'empêche pas. Ce qui est intéressant, c'est la démarche, le processus. Il y a vraiment la démarche pédagogique, le processus, l'alignement, la réflexion. Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont les compétences que je veux développer? Ça, quel que soit l'outil, ça, c'est un invariant. Je crois. Hein? Bon, on est d'accord là-dessus. C'est quand même un invariant, et ça, c'est vous qui avez encore, profitez-en, encore les rênes sur ces choses-là, et c'est à vous de fixer le cap. Après, les outils, c'est qu'un moyen pour aller à une destination, ça va plus ou moins vite, ça va plus ou moins droit, des fois ça crève, et puis on regonfle le pneu et on repart. Mais c'est vraiment cette démarche-là. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est figé. Il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer. Mais il ne faut pas avoir peur d'être dans cette démarche-là. Si ça plante avec un outil, on change d'outil. C'est assez flexible. Il y a quelqu'un qui a dit il n'y a plus besoin de code, je rentre mon truc, mon GPT, je le fais facilement, je n'ai pas besoin de coder. On est de plus en plus sur des trucs comme ça. On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est un peu plus technique. On rentre aussi dans une nouvelle ère, ce qu'on appelle l'IA agentique, où je suis en train de tester un agent où je prompte, dis voilà, tu vas prendre tous les mails à 10 heures qui sont dans ma messagerie, et je donne ma messagerie, et tu vas répondre avec tel type et puis ça va le faire automatiquement. J'ai même plus besoin de relier des trucs, de faire des codes sur les API, etc., etc. Donc on rentre dans cette ère où on va pouvoir connecter tous nos bazars les uns avec les autres pour gagner du temps. Alors soit dans l'administratif sur des choses bêtes ou des choses un peu plus intelligentes sur la pédagogie. Ça me fait penser tout ce que tu racontes, mais un peu avant l'agentique et tout, là. C'était la dernière diapositive dans ma conférence. Alors, je vais parler de ça, parce que le thème, c'était quand même l'évaluation également. J'insiste toujours sur le fait que en docimologie, les gens disent, vous pouvez faire beaucoup de choses si vous voulez, mais il y a 3 valeurs qu'ils appellent des valeurs métrologiques qui sont incontournables. Alors, les gens qui étaient dans des ateliers avec moi vont me reconnaître. La première, c'est, peu importe comment vous évaluez, c'est la validité de votre information. Ça répond à la question, est-ce que j'évalue vraiment ce que je prétends évaluer? Bonne question. La deuxième, c'est la fidélité. Mais il y a 2 questions là-dessous. Première question, c'est est-ce que si... Céline, je pensais à ça quand je vous écoutais tout à l'heure. Est-ce que moi, qui évalue un travail en janvier 2025, je vais porter le même regard en juin 2025? Fidélité intra-correcteur. Il y a la fidélité intercorrecteur. Est-ce que des correcteurs, des évaluateurs différents ou évaluatrices porteraient le même regard? Alors, et la troisième, c'est, je vais faire attention comment je le dis, parce qu'il y a un monsieur qui avait compris autre chose. Équité, ça veut dire, est-ce que l'instrument que je prends, que je privilégie, permet à toutes les étudiantes et à tous les étudiants d'exprimer clairement leurs apprentissages? Donc, moi, l'exemple que j'ai vu, entre autres, c'est dans la cartographie conceptuelle ou les cartes heuristiques, ce monsieur là-bas, là,
Il y a des gens chez qui c'est assez facile de faire ça et d'autres personnes pour qui c'est un ensemble de sauts périlleux dignes d'un cirque. Alors, soyez toujours très... j'écoutais ce que tu disais, là, peu importe l'instrument, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais ayez toujours en tête ces trois valeurs-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est valide, est-ce que c'est fidèle, est-ce que c'est équitable? Et comme tu ne me coupes pas la parole, je continue un peu de ce... Oh! Je n'avais pas te regarder. Aux États-Unis, quand ils ont commencé à faire les portfolios pour le passage primaire, secondaire dans deux domaines d'enseignement, les maths et l'anglais langue d'enseignement, la première fois qu'ils ont fait ça, fidélité intercorrecteur 0,52. C'est un scandale. Tous les avocats attendaient que les parents s'amènent à la cour. Et en décimologie, on raconte, si vous n'avez pas un taux d'accord intercorrecteur au moins de 0,80, c'est risqué votre histoire. Et donc, ça a pris 3 ans pour monter jusqu'à 0,80, je ne sais plus quoi. Ce que ça dit, par exemple, et là, je vais m'arrêter après, ce que ça dit, c'est si vous faites un QCM, le degré d'accord intercorrecteur, c'est 1. C'est parfait. Mais si vous faites un portfolio, levez-vous tôt le matin, retroussez-vous les manches et réfléchissez à comment vous allez faire en sorte pour que les gens portent le même regard. Parce que, enfin, les décimologues nous ont convaincus que l'évaluation, peu importe ce que vous faites, c'est un acte subjectif et que les gens qui sont peut-être les plus subjectifs sont des gens qui utilisent les QCM et non pas ceux qui font des portfolios. Mais je peux y répondre après si vous avez une question. Non, mais je crois vraiment là. Mais c'est quand même plus facile de faire un QCM que de suivre un portfolio dans la pratique. Je suis d'accord avec toi. Non, pas plus facile à faire. Dans le temps. Plus facile à évaluer. Oui. Mais à faire, si on demande à l'IA... À suivre. Tu fais ton QCM et après tu le dupliques pendant des années. Le portfolio, à chaque fois, il faut aller voir, il faut suivre le processus, il faut reprendre les trucs. Donc pour les enseignants, ça demande énormément de temps. Le portfolio? Oui. C'est-à-dire que, je vais me permettre, c'est parce que j'ai vu votre non-verbal qui m'a encouragé. Vraiment, si vous étiez, supposons que c'est moi, OK. Moi qui fais un QCM et j'ai donné un cours en psychologie de la communication à des infirmières. Tiens, voilà. 45 heures. Je fais un QCM là-dessus. Si vous qui êtes un chercheur, vous me demandez, Monsieur Tardif, quels étaient vos critères d'échantillonnage? Il n'y a à peu près aucun prof qui fait des QCM qui peut répondre à ça. Parfois, ils répondent j'ai trouvé que ça c'est important et tout. Mais personne ne tolérerait ça dans un domaine de recherche sur des critères d'échantillonnage. Soyons sérieux. Puis après, il y a 2-3 questions qui portent sur quelque chose qui n'a pas vraiment été enseigné, alors alignement pédagogique, mais ça permet de discriminer les étudiants et les étudiantes entre eux. Pourquoi ça? C'est quoi? C'est une évaluation de QI ou c'est une évaluation de l'apprentissage? Alors, c'est assez... c'est pas très documenté, mais que dans la constitution ou la construction d'un QCM, il y a un degré de subjectivité, mais qui est estomacant. Mais la correction nous calme le pompon, quoi. Ça nous repose. On dit tout le monde s'entend, et voilà. Il nous reste 10 minutes, donc on va passer, si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir dans le débat, si vous êtes contradictoire, nous relancer, nous réchauffer, vous réveiller. Oui, on est chaud, on est chaud. Ah, il y a une question à la gauche. Bon, attends. On va te faire courir. Merci. Est-ce que vous pouvez approfondir davantage cette notion de portfolio étant un expert d'éducation?
Dans quel sens? Qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce... Portfolio de connaissances, quoi, de compétences, quoi. Ok. Rapidement, parce qu'il y a... Alors moi, je vais répondre sur la forme, d'abord, et puis après, je veux dire, l'outil qu'on peut utiliser, ça peut être soit du papier, soit un blog, soit un filtre LinkedIn, soit un Twitter, soit un outil. Je ne sais pas, vous avez un Mahara, non, ou enfin dans les universités, il y a des outils de portfolio. C'est peu importe l'outil que tu vas utiliser pour suivre, c'est l'idée de suivre l'évolution des étudiants par leur production, par leur réflexion, par leur usage. Donc une analyse méta-réflexive ou des choses comme ça. Mais c'est un lien entre l'apprenant et l'enseignant, où l'étudiant laisse des traces de son apprentissage. C'est ça la bonne... Là, tu es sur la bonne piste, là. Je suis sur une bonne piste. Et donc l'outil, on s'en fout. C'est plus simple pour un enseignant si tout le monde utilise le même outil, parce que si tu as un lien sur machin, un autre, ça va être compliqué à suivre, à voir les choses. Mais c'est impulser cette réflexion chez les apprenants, les obligés, qui comprennent la nécessité de laisser des traces ou de faire des choses comme ça, pour que vous, l'équipe, alors soit vous l'enseignant ou vous l'équipe enseignante, puissiez voir la progression. Voilà. C'est bon. J'ajouterais que si vous étiez mon étudiant et puis que vous et moi travaillons vraiment par compétence, moi je vous dirais, monsieur, je ne vais pas vous évaluer souvent, là. Puis c'est pas moi qui va faire les épreuves d'évaluation, mais je vais vous demander de sélectionner quelques traces ou quelques preuves de vos apprentissages qui vont démontrer votre parcours, et je vais vous obliger à documenter la valeur de chacune des traces et à expliciter la progression. Puis si j'ai un peu de culot, je vais vous demander qu'est-ce que vous allez faire dans la suite pour poursuivre le développement de cette compétence. Mais bon, après, il y a la fréquence d'usage, ça varie et tout. Et puisqu'il manque de temps, je dirais que si vous pensez en m'écoutant que c'est un journal de bord, on arrête ça immédiatement, on ne fait pas ça. Mais si vous pensez que c'est une sélection très rigoureuse de quelques traces ou quelques preuves, on s'est bien compris et voilà. Et j'ai vu des expérimentations assez sympas. C'était à l'université de Grenoble Pharmacie 4e et 5e année. En fait, ils utilisaient un wiki comme portfolio. Ils demandaient aux étudiants qui partaient en stage à l'hôpital de faire des fiches wiki sur des cas. Il y a Michu, elle arrive, elle a une gastro-entérite, je lui donne un peu d'aspirine ou de l'iprane. Et je connais rien en médecine. Et donc on donne des trucs et machin, le tel jour à tel machin. Et puis tu es en stage, tu fais des fiches comme ça. Et tu détailles pourquoi tu fais la fiche et la progression de ta patiente. Et ils font ça pendant tout leur stage à l'hôpital. Et à la fin de la 5e année, ils passent devant un jury. Et là, c'est là où c'est vache quand même sur l'évaluation, j'ai puré. Et le jury dit, vous avez vu Madame Michu le 4 janvier il y a un an, vous lui avez donné de l'aspirine parce qu'elle avait une gastro-entérite, pourquoi? Et là, l'étudiant doit... donc là, on se sert du portfolio comme outil d'évaluation. Ouais. Mais c'est... Voilà. Bon, alors, en médecine et en pharma, ils ont des têtes comme ça, donc ils gardent tout en mémoire. Mais, et en même temps, comme tout le monde était sur un wiki, ça leur faisait une base de documentaires, d'études de cas, de ce qui se passait à l'hôpital, d'études de data, super impressionnantes, et ils travaillaient aussi là-dessus, d'un côté plutôt recherche. Voilà, j'ai d'un coup deux choses en même temps. Ce qui n'est pas forcément très bien, mais bon. Une autre question. Oui, merci. Pour moi, quand on parle d'évaluation, en tout cas en France, on parle très souvent aussi de sélection. Ça va avec, on sélectionne. Pourquoi on met des questions discriminantes dans les QCM? C'est pour pouvoir sélectionner des étudiants, évidemment. Enfin, ça me semble une évidence, en tout cas. Et alors, je trouve qu'en France, on a aussi utilisé pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui, une compétence qui reste souvent un peu invisible, c'est la compétence à savoir produire des écrits. Et puis dans une classe de situation un peu particulière, c'est l'évaluation écrite de type académique. Donc on a sélectionné pendant très longtemps des étudiants sur cette compétence-là.
sans vraiment le dire. Hein, et, voilà. Et je me disais, est-ce que l'IA ne va pas nous pousser à essayer de trouver une autre compétence pour sélectionner les étudiants? Et puis, le cas échéant, qu'est-ce que ça pourrait être cette nouvelle compétence? Bon, on peut penser que si l'examen est dans une prison où le Wi-Fi n'existe pas, où il n'y a aucune connexion, ça peut être vrai, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. Et aussi, on demande aux gens de faire ça avec certains outils numériques. À mon avis, cette sélection-là, pour reprendre l'expression que vous utilisez, elle sera artificielle. En même temps, moi, je pense personnellement que quand je vois évoluer les jeunes, l'usage, la manière dont ils communiquent sur les réseaux sociaux, leur usage des règles grammaticales, le développement lexical qu'ils ont à l'écrit, je douterais que ça puisse aller très loin dans ce sens-là, mais je ne suis pas un devin. Mais j'ai l'impression que autant le traitement de texte nous a donné un bon coup de pouce, là, c'est énorme, hein, parce que ça... Moi, je disais à quelqu'un, peut-être, j'espère que je ne me répète pas ici, mais je sais qu'à l'Université de Sherbrooke, il y a plusieurs profs qui disent maintenant, aux étudiants, les fautes, on ne tolère plus, là. Et vous êtes au 3e niveau d'intégration de l'IA, c'est l'IA qui corrige tout ce que vous présentez. Mais donc, après, ça veut dire que ces gens-là ne se sont pas vraiment préoccupés de la maîtrise de la langue dont ils étaient si préoccupés avant. Donc, mais j'ai vraiment l'impression que ça va changer quelque chose. Alors, je prends le relais. J'ai discuté avec des directeurs d'écoles doctorales. Et eux, ils se tirent les cheveux. Parce que justement, l'écrit, la thèse, c'est la preuve. C'est le travail, c'est le pavé, il est là. Et on est sur ces compétences de rédactionnel. Le processus de rédaction est hyper important. Le temps passé à la rédaction est hyper important. Et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de tout ce travail-là, académique, travailler sur la rédaction, sur l'écrit, il est en train de disparaître. Ils le constatent sur le terrain. Et ils n'ont pas la réponse. Et une des réponses, il y a des écoles doctorales qui réfléchissent à faire sur les rapporteurs, au niveau pas faire le rapport au moment de la remise de la thèse, mais pendant le processus de l'écriture. Et donc dire, à tel moment, on va commencer l'écriture, tu donnes ton plan, tu donnes tes idées au rapporteur, tu donnes les phases essentielles et des choses comme ça, et alors ça va faire évoluer un peu le job du rapporteur, mais c'est des pistes. Tu vois, dans les écoles doctorales, quand on parle avec les directeurs d'écoles doctorales, ils disent on ne va pas pouvoir continuer comme ça, on va aller dans le mur direct. C'est hier ou avant-hier, on me dit ça. Je dis, bon, à ce point-là, il me dit ouais. Il y a un vrai souci sur l'écriture qui était la construction du savoir, la construction du processus du doctorant. On est en train il y a un vrai risque à voir ça disparaître. Et donc, il faut qu'on mette en place assez rapidement un autre processus. Alors lui, il avait pensé au niveau des deux évaluateurs sur la partie d'écrit. Il faut que le processus de l'évaluation arrive en amont, dès le début de la rédaction. Enfin, il faut trouver quelque chose d'autre. Il y a des pistes qui sont autour de ça. Il y a une prise de conscience, alors je ne sais pas chez tout le monde, mais il va falloir changer les choses. Alors, pourquoi je parle du doctorat? Parce que c'est l'écrit phare à la fin du processus des études universitaires. C'est le chef-d'œuvre. Tu sais, dans la pédagogie, on dit à la production du chef-d'œuvre à la fin d'une séance. Là, c'est l'essence, ça dure 3 ans. Donc la production, ça peut être biaisé et ça peut être problématique. Peut-être on peut... Pardon. Non, j'allais dire, je crois que... 30 secondes. Je crois qu'il nous faudra mettre l'accent sur le processus, toujours, plutôt que seulement sur le produit. Et vous alliez dire que c'était la fin? Non, j'avais une question à distance. OK. Moi, pour l'histoire... Encore des gens à distance? Oui, il y a des gens qui tiennent. Hein. Et du coup, je peux la poser parce que du coup, je pense que ça va un peu prolonger le débat, puisque la question, c'est quelle contribution de l'IA dans l'évaluation des compétences avec portfolio? Avec le portfolio. Toutes. Oui, bon, voilà, je dirais comme Christophe, partout. Et là, ça soulève une question. Je vais répondre.
je vais faire une petite parenthèse. J'étais dans un colloque en décembre, en France, quelque part, je vais être discret. Et tout à coup, il y a un étudiant qui est venu parler, mais c'est un étudiant qui a terminé, les gens s'inclinent devant lui, il est performant. Mais il a raconté que lui, la réflexion dans son portfolio, c'est l'IA qui l'a fait. Et les gens étaient comme « Ah, wow! » Mais je pense que, je vais aller plus directement dans la question. Déjà, beaucoup de personnes ont des doutes sur l'auto-évaluation. Ils parlent de l'auto-évaluation comme si c'est très intéressant, mais dès qu'ils en voient, ça les effraie au plus haut point, puis ils ne font pas confiance à l'auto-évaluation. Alors, même avant l'IA. Donc, si vous êtes dans ça, oubliez le portfolio. Maintenant, avec l'IA, moi, je pense que l'étudiant ou l'étudiante, il peut aller chercher des pièces partout, et comme Knowledge aide des profs à monter un cours, il y a des l'IA qui peut aider à monter un portfolio. Mais je ne crois pas, personnellement, que ce que je disais à ce monsieur-là, à ces questions-là, que documenter la valeur de ma preuve et surtout argumenter ma progression dans le parcours de développement, que l'IA pourrait faire ça à ma place. Elle pourrait m'aider, là, si on veut allonger l'élastique énormément. Et bon, moi, je n'accepterais pas une évaluation de type portfolio sans faire une rencontre orale à la fin, une partie orale sur le portfolio. Idéalement, faire ça à 2 profs parce que moi, j'estime que l'évaluation, c'est pas obligatoire. C'est pas fréquent, mais bon, je sais que c'est autre chose. Alors, je dirais, il peut y avoir une contribution, je suis d'accord avec Christophe là-dessus, sur tous les plans, mais l'argumentation de sa progression, la maîtrise. Et puis, bon, ce matin, moi, j'ai fait ressortir, mais je suis un fan de l'explicitation des connaissances mobilisées ou des ressources mobilisées combinées. Je suis vraiment ça, je ne lâche pas là-dessus. Et je pense que là, il y a quelque chose d'important. J'ai illustré ma réponse quand j'ai dit tout provoque. Les soft skills, comment on accueille, comment on parle. Maintenant, tu peux mettre dans un portfolio, il n'y a pas que de l'écrit, il n'y a pas que des images. On peut mettre des vidéos, on peut se filmer en situation, on peut se filmer en simulation. Et on peut voir les progressions à partir de vidéos. La première fois qu'on fait une vidéo, on fait de l'accueil de patients en médecine, des choses comme ça. Dans les centres de simulation, tu es filmé, comment je fais l'accueil du patient. 15 jours après des consignes, hop, je revois la progression et on peut mesurer, voir comment, sur les soft skills, comment je me comporte en équipe, comment je suis dans l'empathie ou pas. C'est quelque chose, les traces vidéo, audio sont aussi possible à mettre dans un portfolio. Le portfolio, c'est pas que des images et du texte, c'est tout un tas de documents qu'on peut mettre associés. Et c'est vachement facile, beaucoup plus facile aujourd'hui de produire du multimédia, des vidéos qu'auparavant, et ça coûte quasiment rien. Un peu d'énergie, tu vas me dire, oui. Électrique. Encore. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions en ligne? On va être frustrés. Je suis chaud. Des questions en ligne. Je vous invite peut-être à nous donner juste le mot de la fin. Ah oui. Tous les deux, chacun. Tu veux une conclusion d'une demi-heure? Je crois qu'il y a Jacques qui veut faire une conclusion. Le mot de la fin, pas Allez, je te laisse le mot de la fin, Jacques. Ouais. Parce que c'est toi qui viens de plus loin. Tu m'as perturbé un peu. Mon Dieu. Je pensais que tu allais dire quelque chose avant moi. Je dirais, je suis... c'est difficile pour moi de parler que de cette journée, parce qu'il y en a eu 3 avant, et donc j'ai en tête plein de choses qui s'est passées avant. En 90 secondes, c'est très facile pour moi de définir une compétence, de prendre la définition privilégiée par l'Université de Montpellier et d'argumenter ça. Ça devient assez compliqué quand quelqu'un qui s'appelle David Cassagne m'envoie des histoires de blocs de compétences et tout, puis me donne la référence pour le vade-mecum des RNCP. J'ai fait une indigestion. Alors, je trouve que ça complique la vie, ou ça fait en sorte que
on dirait que vous avez des messages à la limite contradictoires. Moi, ça va bien, dire la production d'un texte, une compétence après. Si vous dites autre chose, c'est pas des compétences, mais si je devais vivre avec des blocs de compétences, je serais plus à l'étroit un peu. Alors, et puis, je trouve que, il me doit me rester 40 secondes, je trouve que, malheureusement, il y a un langage alambiqué autour de ça, et je m'en veux d'avoir contribué à ce truc-là, parce qu'il y a des compétences, des composantes essentielles, des apprentissages critiques. Savoir agir. Oui. Savoir faire. Alors, donc, mais je dirais, regardez ça simplement, là, c'est les compétences, on en a tous dans la vie. Et dans mon dernier 15 secondes, je dirais que j'ai une peur incroyable, presque angoissée, sur tout ce qui s'appelle des compétences transversales, parce que ça, je crois que c'est de l'objet de ce qui est désirable et tout. Et pour citer un recteur que j'ai déjà vu, là, j'ai dépassé mon 90 secondes, à l'Université de Sherbrooke, il avait dit « Si la communication pour une infirmière qui accompagne quelqu'un en fin de vie et une enseignante de l'école primaire qui rencontre des parents pour leur dire « Madame, monsieur, votre enfant a un problème », et un avocat criminaliste qui dit « Monsieur, je sais que vous avez mal fait, mais vous n'êtes pas coupable, je vais vous défendre. » Et si vous avez un ingénieur civil qui doit défendre un projet à la mairie, alors que les citoyens sont en désaccord, si pour vous, le recteur disait ça, si pour vous, ça c'est une compétence transversale, go, on vient d'économiser beaucoup. Mais tous les profs ont dit « Ah non, monsieur le recteur, c'est très particulier. » Voilà. Donc, j'ai des doutes sur les compétences transversales, mais il faut les contextualiser. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas te rebondir dessus. Non, je ne vais pas te rebondir dessus, je suis d'accord avec toi. C'est David, Isabelle et l'Université de Montpellier. Là, on a fait un one-shot, enfin, on a fait quelque chose à un moment. Il faudrait qu'on donne une suite à ce moment. Il y aura les replays, il y aura des choses en ligne, mais il y a eu des questions. Tu m'as dit que tu allais me passer les questions. On va essayer de répondre en quelque part. Je ne sais pas si sur ton site web ou en quelque part, on va répondre aux questions. Toi, qu'on ait un petit suivi, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. Il y en a 2-3 que j'ai repérés. Je vais embêter après par la suite pour faire des petits retours d'expérience. On va essayer de partir de cette journée ici à Montpellier pour diffuser un peu dans notre réseau aussi. Et puis de faire durer cette énergie qui est ici pour la faire percoler dans d'autres universités. Tu es d'accord? Tu es partant? Ah bah ça marche. Bah voilà, je l'ai embauché. Merci. Et merci d'avoir organisé ça, c'était super. Merci beaucoup Christophe. Merci aussi au réseau IA4Sup qui nous a soutenus dans l'organisation de cette journée. C'est aussi grâce au réseau et à Christophe que Jacques est entré en contact avec nous et que nous avons pu faire venir Jacques pendant ces 4 journées de travail. Il n'a pas eu le choix. Aussi le CSIP qui nous a permis de bénéficier de la présence de Jean-François Van de Paul qui nous a rejoints dans le cadre d'un partenariat entre le SCSIP et le CSE de l'Université de Lausanne. Jamilé qui nous a rejoint de l'Université de Genève. Donc voilà, on a vraiment Nejma qui a déjà dû repartir, mais qui remercie tout le monde pour la qualité des échanges qu'elle a pu avoir avec chacun d'entre nous. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a soutenue aujourd'hui, chacun a pris sa mission. Donc ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Merci David pour ton soutien aussi dans toute cette organisation. Voilà, moi je dis les merci à la fin. J'en ai eu au début, mais je donne. Et merci à Johan parce que, pareil, il nous a beaucoup soutenus.